Cette personnalisation de l'État conduit finalement à des règnes dynastiques qui font que le pouvoir se transmet de père en fils. On l'a vu au Gabon avec la famille Bongo, on l'a vu au Togo avec la famille Gnassingbé, on l'a vu en RDC avec la famille Kabila, etc., etc. Depuis la période des indépendances dans les années 60 jusqu'à nos jours, les États africains peinent encore à trouver des modèles de fonctionnement qui conviennent à leur réalité et à leurs aspirations. On assiste alors sur le continent à tout un tas de scénarios obscurs. Guerre civile, pauvreté, faible niveau des infrastructures, corruption, etc., etc. Lorsque l'on parle de la crise de l'État en Afrique, on fait référence à l'effectivité de l'État. Et cela nous amène à deux questions. La première question, c'est le processus même de formation de l'État. Et la deuxième question, c'est l'autonomie de l'État dans la société. Pour les nouveaux, sachez que sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'actualité, de sciences humaines et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Je vous encourage donc à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager en statut WhatsApp, sur Facebook ou même ailleurs. C'est totalement gratuit et ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui sont à la recherche de partenaires financiers dans différentes activités, la Sonwad International est une bonne option. Nous sommes en partenariat avec eux et un ensemble de choses dans notre domaine nous sont simplifiées. Aussi, notre équipe offre des services de graphisme 2D et 3D, de montage vidéo, d'animation et de conception de sites internet. Si vous avez besoin de nos services, vous pouvez nous contacter via ce numéro. Vous pouvez aussi vous servir du lien WhatsApp qui se trouve en description ou tout simplement scanner ce QR code. Bonne vidéo. Quand on parle de l'État, il y a deux manières de le définir. On peut définir l'État juridiquement ou sociologiquement, mais les deux définitions se complètent. La définition juridique de l'État met l'accent d'abord sur le territoire. Il ne peut pas y avoir d'État sans territoire. Par exemple, il y a des peuples ou des nations sans un territoire. On peut citer par exemple les Touaregs qui sont disséminés entre trois pays, le Niger, le Mali et l'Algérie, à la recherche d'un territoire. C'est la même chose aussi pour les Kurdes qui sont en Irak et en Syrie, etc., etc. Donc, le territoire est un élément important de l'État. Il ne peut pas y avoir d'État sans territoire. Le deuxième élément juridique de l'État, c'est la population. Sur un territoire, il doit y avoir une population. Alors, ça pose la question. Est-ce que la population doit être homogène? Est-ce que l'État doit coïncider avec la population? Est-ce que c'est un État-nation ou bien c'est un État plurinational? Le troisième élément, c'est le pouvoir politique. Non seulement il faut un territoire au vif des gens, mais il faut que le pouvoir politique s'exerce sur ces populations, sinon c'est l'anarchie. Et donc, ça pose la question de l'effectivité du pouvoir. Est-ce que l'État contrôle toute sa population et l'ensemble de son territoire? Un dernier élément juridique important mais souvent négligé, c'est la reconnaissance internationale. C'est-à-dire qu'un État n'en est un que s'il est reconnu par les autres membres de la communauté internationale. Aujourd'hui par exemple, il y a le Somaliland qui fonctionne normalement, un territoire, une population, un pouvoir politique qui exerce, mais il n'est pas reconnu par la communauté des nations. Donc, ce n'est pas un État qui est reconnu à l'international. Ces éléments juridiques sont importants, mais ils méritent d'être complétés par des éléments sociologiques qui permettent de voir l'effectivité ou le fonctionnement concret de l'État. Et parmi ces éléments sociologiques, un élément important, c'est ce qu'on appelle le monopole de la violence légitime. C'est-à-dire que, dans un État organisé, seul l'État a le monopole de la violence légitime à travers ses appareils sécuritaires, tels que la police, la gendarmerie ou l'armée. Dans la plupart des pays africains, souvent l'État ne contrôle pas ou n'a pas le monopole de la violence légitime. Il y a des groupes, des groupuscules, des mouvements rebelles qui contrôlent leur zone et qui exercent la violence légitime. Le monopole de la violence légitime est aussi un élément important dans la définition de l'État. Mais l'État, c'est aussi des actes discursifs, c'est-à-dire la parole. Par exemple, quand le président s'adresse à la nation. Donc, l'État se légitime aussi par son discours. La légitimation de l'État, c'est aussi à travers ses symboles. C'est son drapeau,
c'est son emblème, c'est son hymne national, etc., etc. C'est tout l'apparat du pouvoir, par exemple les lettres de créance. Un ambassadeur qui vient dans un nouveau pays doit présenter ses lettres de créance aux autorités du pays. Tout ça fait partie des symboles de l'État. Le corps diplomatique qui chaque année se retrouve pour présenter ses vœux au président de la République, ça participe à la légitimation de l'État. Mais l'État, c'est aussi ses réalisations. À travers ses routes, ses bâtiments, ses écoles, ses centres de santé, etc., etc. L'État s'incarne à travers ses fonctionnaires, à travers ses bâtiments, à travers ses réalisations, à travers ses forces de sécurité. Mais au-delà de cela, maintenant la question qui se pose est: est-ce que l'État est autonome dans la société africaine? Parce que l'État doit être une structure générale et impersonnelle. Mais on se rend compte qu'en Afrique, ces éléments posent parfois problème. La question de l'autonomie de l'État renvoie à l'effectivité de l'État et est perceptible à travers le comportement de ses élites. L'État en Afrique est délégitimé à cause du comportement des élites qui incarnent l'État. Pourquoi? Et à travers quelle stratégie? D'abord, le comportement des élites est perceptible à travers la confusion. La confusion entre les biens publics et les biens privés. Quand on est un homme d'État, on confond souvent ce qui relève de l'État et ce qui relève du privé. Par exemple, les partis politiques d'opposition se plaignent souvent en Afrique durant les élections de l'utilisation des moyens de l'État à des fins politiques. Ceux qui sont au pouvoir utilisent les moyens de l'État alors qu'ils sont dans une campagne électorale pour la conquête et l'exercice du pouvoir. Ça aussi, ça délégitime l'État. L'État, c'est aussi en Afrique ce qu'on appelle la patrimonialisation de l'État. C'est-à-dire, on confond le patrimoine de l'État par rapport au patrimoine privé. Donc, c'est le patrimoine familial qui est au cœur de l'État. On l'a vu dans des pays africains, en République centrafricaine par exemple, où il y avait la famille de François Bozizé qui était au cœur de l'État. L'autre élément qui délégitime ou en tout cas affaiblit l'État en Afrique, c'est la personnalisation du pouvoir. L'État se ramène finalement à une personne qui le personnifie, ce qui fait que par exemple, les citoyens, quand ils ont des problèmes, vont directement s'adresser au président de la République à travers des lettres, etc., en sautant tous les échelons. Cette personnalisation de l'État conduit finalement à des règnes dynastiques qui font que le pouvoir se transmet de père en fils. On l'a vu au Gabon avec la famille Bongo, on l'a vu au Togo avec la famille Gnassingbé, on l'a vu en RDC avec la famille Kabila, etc., etc. Un autre élément qui pose problème pour l'autonomisation de l'État en Afrique, c'est le caractère prébendier ou rentier de l'État. C'est-à-dire que l'État offre des rentes de situation. Ceux qui contrôlent l'État utilisent leur position pour permettre aux amis, aux membres de la famille, aux proches, de tirer profit des rentes de situation de l'État, à travers par exemple des licences d'exploitation. Vous voulez exploiter une compagnie de téléphonie mobile. Si vous avez des entrées au niveau de l'État, on peut vous permettre d'avoir une licence. Cette licence vous procure un monopole sur le secteur et rapidement vous pouvez devenir milliardaire. Les partenaires extérieurs se plaignent parfois de ce qu'on appelle les marchés de gré à gré. Il n'y a pas de passation de marché, pas de concurrence entre différents fournisseurs, ce qui fait que l'État offre parfois des rentes de situation à des amis, à des proches, mais également dans la passation des marchés publics. Il existe également tout un système de patronage, c'est-à-dire que parfois l'État a des difficultés à toucher la société, les citoyens. Il passe donc par des détenteurs de légitimité. Ces détenteurs de légitimité peuvent être des autorités coutumières, traditionnelles, etc., etc., qui jouent le rôle d'intercesseurs entre l'État et les citoyens. Et on se retrouve ainsi avec des chefs coutumiers, membres de partis politiques, qui battent campagne et appellent ouvertement leur population à voter pour tel ou tel candidat. Au Cameroun, par exemple, les chefs traditionnels reçoivent une allocation mensuelle allant de 50 000 à 200 000 francs par mois depuis septembre 2013. Ceci parce qu'ils sont considérés comme des auxiliaires de l'administration. Mais l'État, c'est également aujourd'hui en Afrique un processus de privatisation.
c'est-à-dire qu'on privatise l'État pour mieux le desservir. On prend des secteurs stratégiques comme l'éducation ou la santé, qui sont des secteurs essentiels qui devraient être gérés par des services publics, mais qui sont confiés au privé. Qu'est-ce qu'on nous avait proposé? Qu'il faut privatiser les entreprises publiques africaines parce qu'elles ne sont pas performantes. Deux objectifs étaient visés à travers la privatisation. Une qualité de service et une baisse des prix. On a privatisé des sociétés qui étaient rentables. Au Sénégal par exemple, la Sonatrel est la première société en bourse à la bourse régionale des valeurs mobilières, mais on l'a privatisée. Elle est donc revenue aux grandes firmes multinationales. À partir de ce moment-là, le chiffre d'affaires ou les bénéfices effectués par la Sonatel vont aller dans les caisses des pays étrangers. Des secteurs rentables de l'économie sont privatisés, des secteurs vulnérables sont laissés. Voilà pourquoi on parle de la crise de l'État en Afrique. La crise africaine est une crise de l'État. Les bases sociologiques de tout État sont l'existence d'un territoire dont des frontières sûres, une population dont les éléments composants ont atteint un degré d'intégration suffisante et un système économique de nature à assurer à cette population des conditions de vie acceptables et à préserver l'autonomie d'action de l'État sur le plan international. Or, en Afrique, ces trois aspects sont la source de contradictions multiples. Les différentes institutions qui constituent l'appareil d'État ne parviennent pas, faute d'adaptation aux spécificités des sociétés africaines, à résoudre de façon satisfaisante les problèmes de l'État. Aussi, les structures politiques n'ont pas connu de véritables modifications depuis la période coloniale. Les bourgeoisies étrangères continuent à consolider leur position dominante dans l'économie à l'aide de la bourgeoisie locale qui contrôle l'appareil d'État. Dans ces conditions, la source profonde du mal africain doit être recherchée au niveau des États tels qu'ils existent réellement, même si la dimension internationale des problèmes ne saurait être occultée. Alors, selon vous, comment pouvons-nous remédier à ces situations afin de redresser nos États et d'en faire justement de véritables États? Laissez-nous vos réponses en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo. OTEP.